Lundi 24 juillet 2023, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la grande édition de la 7 dont voici les titres. Ce dimanche, les leaders du Darfour en conflit armé depuis 4 mois déjà ont débuté un rendez-vous d'entente dans la capitale togolaise. Objectif à trouver des pistes d'entente et faire passer en avant les intérêts du Soudan. Au menu, les élèves en classe de terminale de l'année académique 2022-2023 ont connu leur sort. Entre s'apprêter pour l'université et reculer pour mieux sauter, le choix indiquait les résultats à suivre dans cette édition. À l'international, au Mali, le nouveau projet de constitution porté par Assimi Goïta, le chef de la junte militaire au Mali, a été officiellement adopté. Les résultats du référendum indiquent un oui obtenu avec près de 97% des voix. Les précisions à suivre dans ce journal. Et puis le vice-président de l'Assemblée nationale sud-africaine, Solomon Leshe-Sachino-Lui, soutient que les États-Unis font durer la guerre en Ukraine. Il dénonce la fourniture d'armes à l'Ukraine par les États-Unis. On y revient dans un instant. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. Place au développement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 4 milliards de francs CFA, c'est la contribution de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP au Trésor public du Togo dans son exercice 2022. Une augmentation par rapport à l'exercice 2021. Les sanctions financières contre les sociétés de communication y ont contribué énormément. Le point de Kofi Kligé. L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP a généré 4 milliards de francs CFA à l'État togolais durant son exercice 2022. C'est ce que révèlent les chiffres officiels sur la gestion de l'organe de régulation. En 2021, c'est 3,94 milliards de francs CFA qui ont été apportés à la caisse de l'État. Cette augmentation des recettes s'explique par la série de procédures de sanctions que l'autorité a enclenchées contre les entreprises sous sa coupole. Des procédures qui ont abouti à 3 mises en demeure et à 3 pénalités financières. Les pénalités ont été appliquées à Togo Cellulaire, Move Africa et au groupe Vivendi Africa, l'auteur de Canal Box. 3,4 milliards de francs CFA ont été collés à Togo Cellulaire pour différenciation tarifaire intra- et extra-réseau et pour manquement grave à l'obligation d'assurer une disponibilité permanente des services de communication électronique mobile. Move Africa a été condamné à payer un total de 594 millions de francs CFA pour non-respect de l'obligation de disponibilité des services. Pour le groupe Vivendi, il a été mis en demeure pour manquement grave et récurrent à la disponibilité de services. Ces pénalités ont été les facteurs qui ont boosté les recettes de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP. Partagés entre tristesse et euphorie, les élèves en classe de terminale de l'année académique 2022-2023 ont connu leur sort. Entre s'apprêter pour l'université et reculer pour mieux sauter, le choix est dicté. Le reportage suivant revient sur les résultats avec de petites analyses. Nous vous proposons de le suivre. Pour le compte de l'année académique 2022-2023, ils sont en tout 57 440 candidats à avoir réussi à décrocher le diplôme qui leur ouvre désormais la porte des études supérieures, le baccalauréat deuxième partie. Un taux de réussite estimé à 79,34% pour une participation totale de 72 309 candidats répartis sur l'ensemble du territoire. Un taux en hausse comparativement à celui de l'année dernière qui se chiffrait à 75,07%, soit une progression de 4,36%. Dans les détails, ce sont les séries C et D qui détiennent les plus forts pourcentages de réussite, qui sont respectivement de 93,98% et de 90,90%. Relativement en région, le Grand Lomé tient les rênes avec 22 369 admis sur 26 892 candidats inscrits, suivi de la région des Savanes qui totalise à elle 4 327 admis sur un effectif total de 5 228 inscrits. Par ailleurs, un défi majeur incombe à ces futurs étudiants, en tout cas à ceux qui comptent poursuivre leurs études, arriver à s'orienter convenablement en choisissant une filière prometteuse.
Lancée officiellement le 17 juin dernier, la deuxième compétition de danse Bobobo a débuté sa phase éliminatoire les 21 et 22 juillet dernier. Harold Mansanhato nous donne les détails de ces 2 jours avec les commentaires de Bernard Quinvy. Lancé officiellement le 17 juin dernier, les éliminatoires de la deuxième édition de la compétition de danse traditionnelle Bobobo se sont tenus le vendredi et samedi dernier à Kumakonda et à Gomekpodi en présence des autorités et de la population locale. Dans la poule A le vendredi, c'est le groupe Novici Bobobo d'Agomekpodi qui a remporté la finale jouée à Kumakonda. Et le samedi à Gomekpodi, c'est le groupe de danse de Kumakonda du même nom, c'est-à-dire Novici Bobobo, qui est sacré champion dans la poule B dans une finale cette fois-ci jouée à Gomekpodi. Il reste désormais 3 poules de 8 groupes chacun qui s'affronteront dans les mois à venir. Cette compétition est une initiative de l'Observatoire panafricain du leadership féminin au PALEF et du Centre d'initiative citoyenne pour le challenge et le changement en Afrique SICA. Elle est placée sous le thème « Femmes, développement socio-culturel local, la sensibilisation et la conscientisation par Bobobo ». Le projet vise à promouvoir la culture à travers la danse traditionnelle qui est un outil de cohésion sociale. L'édition de cette année met en lice 32 groupes répartis en 4 zones, dont 8 par zone. La finale est prévue en novembre à Kpalimé au stade de Gomido. Très souvent mal reçu par les patients souffrant d'hypertension artérielle, le changement de médicament ne devrait pas en réalité susciter de peur. C'est ce que l'on déduit d'après les explications des experts sur la problématique, dont l'élément qui suit les précisions sont faites pour votre plus grande compréhension. Alors que la prise de médicaments reste l'autre alternative en dehors de la consommation saine, pour lutter contre l'hypertension artérielle, elle représente une sorte de phobie pour les malades. Les raisons évoquées sont principalement l'inconfort avec le nouveau médicament. Ceci en raison de la dépendance créée par l'ancien et la peur éprouvée vis-à-vis des effets secondaires éventuels. Pourtant, d'après une intervention du directeur de l'École nationale des aides sanitaires de Sokodé, ces peurs ne sont pas justifiées. Rien que de mauvaises sensations dues à la peur de l'inconnu, a-t-il expliqué. Et cette peur manifestée n'est pas sans effet sur la réussite du traitement. Par conséquent, le changement de médicament n'est pas un problème. Cependant, il faudra que les malades se fient aux instructions des agents de santé. Ils ne devront s'inquiéter que lorsqu'une situation inhabituelle se présente. L'hypertension artérielle, pour rappel, c'est lorsque la pression du sang dans les artères est beaucoup trop élevée sur une période donnée. Elle est généralement accompagnée d'un excès de poids. Après le Mali et le Tchad, entre autres, la diplomatie togolaise s'offre un nouveau chantier de paix. Le Soudan. Ce dimanche, les leaders du Darfour en conflit armé depuis 4 mois déjà ont débuté un rendez-vous d'entente dans la capitale togolaise. Objectif, trouver des pistes d'entente et faire passer en avant les intérêts du Soudan. Les précisions dans cet élément. Lomé met tout en œuvre pour réaffirmer sa consécration comme capitale de la paix, de la médiation, du dialogue et de la tolérance. Après plusieurs pays de la sous-région et même au-delà, le Togo facilitateur de renom vole au secours des Soudanais. La diplomatie togolaise, dont sa tradition de médiation a donné le ton ce dimanche à une rencontre entre les protagonistes du conflit armé de Darfour pour des échanges afin de trouver rapidement une solution négociée dans la même perspective que les initiatives déployées par la communauté internationale. Les leaders soudanais, notamment les politiciens, activistes, universitaires, membres de la société civile ont saisi l'occasion de ce cadre de discussion pour essayer d'atténuer les effets de la guerre et préserver l'unité de la société. Les exactions ne cessent de se multiplier depuis le début du combat enclenché depuis 4 mois entre les paramilitaires FSR du général Mohamed Hamdan et l'armée régulière SAF du général Abdel Fattah. Plus de 3000 morts, près de 3 millions de Soudanais qui se retrouvent forcés de quitter leur maison et plus de 600 000 obligés de se rendre à l'étranger. Lomé aurait-il de la paix, la tolérance et la concorde à revendre? La question reste posée.
Dans le chapitre sport, disciplinant l'intérêt grandissant dans le monde, l'e-sport compte bien se faire une place au Togo. En effet, le ministère des Sports et Loisirs souhaite se doter d'une équipe de sport électronique ainsi qu'une fédération pour encadrer la discipline. Plus de détails avec Aaron Minsanhato. Dans le contexte de la mondialisation et de la digitalisation, le Togo fait un pas de plus vers le monde extérieur au travers du développement des sports électroniques. En effet, le ministère des Sports entend développer cette nouvelle discipline au Togo et envisage même la création d'une fédération dédiée afin de permettre aux joueurs de participer à des compétitions internationales. Pouvoir rassembler des centaines de joueurs et des milliers de spectateurs pour les plus gros événements, la discipline offre de la visibilité aux pays dont les équipes arrivent à s'imposer, tout en permettant d'engranger des sommes parfois faramineuses. La pratique répandue à l'étranger et communément appelée e-sport consiste à réunir des joueurs amateurs ou professionnels qui s'affrontent en individuel ou en équipe dans des compétitions de jeux vidéo, en réseau local, dans des LAN ou en ligne sur console ou PC. Au niveau professionnel, les joueurs suivent un entraînement quotidien de plusieurs heures et vivent de leur gain. Hors de nos frontières, le nouveau projet de constitution porté par Assimi Goïta, le chef de la junte militaire au Mali, a été officiellement adopté. Les résultats du référendum indiquent un oui obtenu avec près de 97% des voix. La Cour constitutionnelle du Mali a officiellement validé les résultats provisoires du référendum du 18 juin. Le projet de constitution porté par le chef de la junte Assimi Goïta a été adopté avec près de 97% des voix, un plébiscite en faveur des militaires, au pouvoir depuis 2020, dans un pays confronté au djihadisme et à une profonde crise multidimensionnelle. Il apparaît que le projet de constitution soumis au corps électoral les 11 et 18 juin 2023 a été adopté par le dit corps électoral. Par ces motifs, article 1 déclare adopté par le peuple souverain du Mali le projet de constitution soumis à référendum le 18 juin 2023. Avec un taux de participation global de 38%, le vote avait été entravé dans de nombreuses localités du centre et du nord du Mali, notamment par la crainte des attaques djihadistes. Ce scrutin avait été émaillé d'incidents et d'irrégularités selon des observateurs et des opposants qui dénoncent une réforme taillée sur mesure pour un maintien des colonels au pouvoir. J'ai m'y attendais, mais ma réaction c'est toujours la même chose, parce que nous on a toujours demandé à nos militants de voter non. Aujourd'hui, vous pensez que nous on a perdu, on n'a pas perdu, hein? Parce que bon, avec 3, et quelques sur l'ensemble de la population, je pense que pour un début, c'est une très bonne chose. Cette nouvelle constitution qui vient renforcer les pouvoirs du président est la clé de voûte d'un vaste chantier de réforme invoqué par les militaires pour justifier leur maintien à la tête du Mali jusqu'à la présidentielle de février 2024. Parlons toujours de projet de constitution, mais cette fois-ci en République centrafricaine. Malgré la controverse qu'il a suscité dans le pays, le référendum devant conduire à l'adoption du nouveau projet de constitution porté par Faustin Archange Touadéra aura bel et bien lieu. Après près d'une semaine de vote, la campagne bat son plein. En Centrafrique, la campagne référendaire entre dans sa dernière semaine et se poursuit de manière animée. Même si l'opposition appelle à l'abstention et au boycott de ce projet qu'il qualifie d'illégitime, les mouvements qui soutiennent le pouvoir à Bangui et à l'intérieur du pays semblent croire que le oui l'emportera le 30 juillet. Toutefois, de nombreux obstacles structurels et techniques pourraient entraver le bon fonctionnement de ce scrutin. Ce projet se présente comme la volonté du gouvernement de mettre à jour le texte actuel qui, selon lui, comporte des dispositions qui pourraient compromettre le développement du pays. À 3 ans des prochaines élections présidentielles, le référendum constitutionnel annoncé en mai par le président centrafricain Faustin Archange Touadéra est considéré comme une violation par le bloc républicain pour la défense de la Constitution. Ces derniers considèrent la révision de la Constitution de 2016 comme un moyen pour le président de s'installer au pouvoir à vie. Faustin Archange Touadéra a été élu en février 2016, puis réélu en décembre 2020, pour ce qui aurait dû être son dernier mandat.
Venons-en au Soudan. Au moins 9 personnes ont perdu la vie ce dimanche dans le crash d'un avion à l'aéroport de Port-Soudan dans l'est du pays. L'armée évoque pour l'heure des causes techniques. D'autres précisions. 9 personnes sont mortes dimanche soir dans le crash d'un avion à l'aéroport de Port-Soudan dans l'est du pays. Un enfant a survécu au crash de cet avion civil Antonov alors que 4 soldats sont morts. Selon l'armée, l'accident serait dû à des raisons techniques. Cet aéroport est le seul encore fonctionnel dans ce pays ravagé depuis plus de 3 mois par une guerre civile qui oppose régulièrement les armées des généraux Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Hamdan Daglo. La guerre a déjà fait plusieurs milliers de morts et des millions de déplacés et réfugiés. Au 100e jour des combats, l'armée a déployé des forces d'infanterie à Khartoum pour lancer des opérations terrestres contre les forces de soutien rapide. De plus, elle a établi des camps d'entraînement pour recruter des volontaires dans les États du Nord, de l'Est et du Centre. Ce lundi, la coalition pro-démocratie des forces pour la liberté et le changement se réunit au Caire pour la première fois depuis le début de la guerre au Soudan. Hors du continent africain, à l'initiative de la première ministre britannique Giorgia Meloni, tous les pays riverains de la Méditerranée étaient à Rome ce dimanche. La rencontre avait pour but de développer de nouvelles stratégies communes destinées à ralentir l'immigration clandestine. Les précisions. La première ministre italienne a accueilli dimanche à Rome des dirigeants du pourtour méditerranéen pour promouvoir un nouveau mode de coopération entre les pays d'immigration et pays d'émigration afin de freiner l'arrivée illégale des migrants en Europe. Giorgia Meloni a ouvert la conférence en fixant les priorités de ce qu'elle appelle le processus de Rome. Tout ceci concerne des personnes. Car au centre des flux migratoires se trouvent principalement des êtres humains, des vies, des espoirs, des peurs, des souffrances utilisées et exploitées par des organisations criminelles qui ne suivent que la logique du profit. Et chacun de nous a dans les yeux et dans la mémoire la mort de ceux qui n'ont pas réussi à surmonter ces voyages d'espoir, le désespoir des survivants ayant perdu des êtres chers. Et il est donc évident que notre devoir est de prendre soin de nos nations, mais aussi notre devoir de nous occuper du destin de ces personnes. Selon Rome, quelques 80 000 personnes ont traversé la Méditerranée et sont arrivées sur les côtes de la péninsule depuis le début de l'année, contre 33 000 l'an dernier sur la même période, en majorité au départ du littoral tunisien. De l'Italie, venons-en à l'Ukraine. Les États-Unis font durer la guerre en Ukraine. C'est là que soutient Solomon Leschesa-Tcheloni, vice-président de l'Assemblée nationale sud-africaine. Et comme motif, il dénonce la fourniture d'armes à l'Ukraine par les États-Unis. Un reportage. Solomon Leschesa-Tcheloni, vice-président de l'Assemblée nationale sud-africaine, a alerté sur le fait que le conflit en Ukraine porte gravement atteinte au continent africain, accusant les États-Unis d'avoir prolongé la situation en fournissant des armes à l'Ukraine. Je pense que l'utilisation d'armes suivant le mode opératoire des États-Unis, quelles que soient les objections de ceux qui les contrôlent, est une erreur. Ce n'est pas approprié. On peut agir d'une manière qui menace toute la communauté et entraîner toutes sortes d'explosions consécutives dans le pays. Cela conduit à un préjudice encore plus grand que ce qui se serait produit. Le vice-président de l'Assemblée sud-africaine a ajouté que les effets de ce conflit ne se limitent pas à l'Europe de l'Est, mais qu'ils ont également un impact considérable sur l'Afrique. Le président Ramaphosa et les autres dirigeants qui l'accompagnaient sont stupéfiants. Le fait de s'adresser aux deux pays pour demander la paix, pour ainsi dire, est une étape cruciale dans la politique mondiale et pour le continent africain lui-même, même s'il n'est pas directement impliqué dans cette guerre, et ce, en raison des routes d'approvisionnement qui sont désormais bloquées. Blocked by war-related questions. And so it is important that
Il est donc important que soient prises au sérieux les initiatives de paix, que ce soit le plan de paix en 12 points proposé par la Chine ou celui proposé par les 7 dirigeants délégués de la médiation africaine, dont fait partie notre président. La délégation de médiation africaine avait prôné le mois dernier la fin de la guerre devant Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg, formulant des propositions que le Kremlin a jugées très difficiles à mettre en œuvre. Voilà l'essentiel de l'actualité de ce soir. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur la télé plus proche.